Henri David Thoreau, La désobéissance civile, biographie de Louis Simon. Le 150e anniversaire de la naissance d'Henri David Thoreau va aider nos Français à redécouvrir cet Américain hors série. En effet, c'est le 12 juillet 1817 qu'il vint au monde à Concord, Massachusetts. Disons pour encadrer cette vie qu'il y mourut à 44 ans le 6 mai 1862. Faut-il revendiquer pour lui une hérédité normande? La famille est venue en effet de Jersey, mais quand il va naître, elle se trouve installée dans le Massachusetts. Le jeune homme d'extraction humble et sans fortune fait de sérieuses études classiques, va à l'université d'Harvard, en sort gradué. Cela le conduit à faire avec son frère John de l'enseignement selon des méthodes peu traditionnelles dans leur ville natale. Ainsi se heurte-t-il aux routines et aux respectabilités dont, dès l'abord, le jeune Henri se dégage. Avec le père Thoreau, Henri David participe avec un esprit d'invention toujours en éveil à la fabrication de crayons. Il trouve un traitement meilleur que le procédé courant pour le graphite. Puis il se livre à des occupations variées, tâte de techniques séduisantes, étudie, cherche, observe la grande nature en ses formes vivantes, végétales ou animales surtout. Il s'applique aux travaux jardiniers et champêtres, y participant de tout son corps. Il sait construire et conduire un bateau. Ralph Waldo Emerson est venu s'installer à Concorde. Thoreau est entré en relation avec lui sur différents paliers, factotum, collaborateur et ami. Il entre ainsi dans le mouvement transcendentaliste où il apporte une note quelque peu insolite. Survient un grand déchirement, son frère bien-aimé John meurt. Thoreau n'a jamais rien eu d'un insensible, mais il a la pudeur profonde de ses sentiments. Cette coupure marque une sorte de compression intérieure, une orientation en quelque sorte définitive de sa vie. Il découvre les littératures de l'Orient, Confucius, le Bhagavad Gita. En 1845, il prépare son premier ouvrage qu'il publiera à ses frais en 1849. Une semaine sur les rivières Concorde et Merrimack. Cette publication n'a aucun retentissement. Il en conservera les 700 exemplaires comme un fonds de bibliothèque imposant. Il va commencer 2 années de vie retiré au bord de l'étang de Walden, à quelques kilomètres de Concorde. Il rêvait depuis longtemps à cette tentative. Dès l'âge de 20 ans, il tenait son journal détaillé. Il pourra en extraire en 1854 son livre majeur, Walden, ou La vie dans les bois. Il y a mis le plus profond de lui-même, le naturaliste et l'homme de nature, l'économiste, le moraliste, le poète, l'humoriste s'y font dans une dense richesse. Cette expérience de vie où il a tenté de ne recourir qu'à la seule efficacité du travail personnel de ses mains, construire sa cabane, pourvoir aux nécessités journalières, nourriture et abri, est la plus universellement connue de ses œuvres. Elle est classique en Amérique et en Angleterre. On y voit suivre le rythme des saisons dans la paix forestière sans négliger pour autant avec la jouissance des heures pleines, l'étude, la méditation et la rédaction de son journal. La publication de celui-ci fut posthume et tardive grâce aux ailes des amis chers, Emerson y aida. Sauf de rares fragments, l'énorme journal n'a pas été traduit en langue française. Si dès la fin du XIXe siècle, quelques curieux purent apprendre le nom de Thoreau, ce n'est guère qu'il y a 45 ans qu'un public français put aborder la lecture de quelques textes importants. Louis Fabulé, déjà traducteur de Rudyard Kipling, préparait dès 1913 une traduction de Walden. Elle ne vit le jour qu'en 1922 et depuis longtemps introuvable alors que le livre de poche américain, depuis 1942, en est à sa 20e édition. On nous en annonce une édition bilingue. Le même phénomène de surprise choquée qui avait accompagné les premières manifestations du penseur dans son pays semblait se reproduire sur un entourage nouveau, malgré le recul du temps et l'éveil des curiosités sur une personnalité point banale. Malgré l'enthousiasme de quelques-uns, la connaissance de Thoreau semble ne pas dépasser un certain cercle. La caution même d'un André Gide détournait-elle les lecteurs ordinaires? La ferveur d'un Léon Balzaguet pour Le Sauvage, dont il allait publier la vie en 1924, se heurtait-elle à la méfiance traditionnelle pour les excentriques? Le bon sens, le fameux sens du ridicule, comment peut-on être perçant, avait pu
trouver raillerie envers le prophète du retour à la nature, Jean-Jacques Rousseau. Thoreau est-il un des fils lui-même bien individualisé du sauvage d'Ermenonville? Notre original, cependant, fait des excursions presque entièrement pédestres, dans une Amérique encore ouverte aux chercheurs de sentiers non balisés. Le bon touriste d'à présent court, lui, vers les réserves indiennes pour retrouver la couleur des westerns. Thoreau, qui frémit de joie à la rencontre des libres indiens en sa forêt, n'était pas de l'époque où l'on exterminait héroïquement les Indiens avant que le Ku Klux Klan eût entrepris de faire rôtir les Noirs. N'oublions pas que la famille Thoreau est abolitionniste. Un certain John Brown, venu prêcher à Concorde, paraît de bon aloi à notre Henri. Il se donne à la mission de sauver des esclaves fugitifs. Il est un passeur vers le Canada. Je renvoie à l'étude de mademoiselle Micheline Flack pour rappeler l'histoire émouvante. Thoreau, en proclamant l'ignominie de la bonne conscience esclavagiste, soutiendra John Brown dans la détresse. Avant cette guerre de sécession, qui au bout d'un siècle n'a pas fini de cliver les mentalités aux États-Unis, il a pris parti. Quand il meurt prématurément, mais ayant accompli une vie, le grand feu est plus qu'amorcé. Il n'en verra pas la montée. Mais qu'aura-t-il auguré de la suite de la guerre? Il était intimement convaincu de la malfaisance des moyens brutaux et opposé à la haine et à la division. Je renvoie encore à l'étude de mademoiselle Flack pour l'information sur les circonstances dans lesquelles fut écrit, prononcé et publié l'essai sur la résistance au gouvernement civil, ceci en 1849. Il est plus connu sous le titre de la désobéissance civile. La vie de Thoreau est tissée de l'accord entre ses réflexions et son propre comportement. On ne sépare pas en lui l'acte de la pensée, pensée exprimée dans l'écrit, proclamée en conférence. Henri David Thoreau n'a rien du tribun qui soulève les foules. Il n'est pas l'homme qui entoure familièrement le cou des camarades comme le géant Walt Whitman. Son exaltation est intérieure. Le praticien de la vie dans les bois et sur les rivières du Nouveau Monde, le naturaliste presque accablant en son génie d'observation, le solitaire de Walden, faut-il le voir loin des hommes? La cabane sur l'étang de Walden n'est point fermée, les visiteurs y sont accueillis sans protocole et sans hauteur. Il en est autrement quant aux formes de l'organisation sociale qu'il fuit. Dès sa première méditation, dès les premiers contacts avec le monde social, il s'est trouvé en dehors des garde-fous précautionneux. Il a émis tranquillement des opinions qui ne respectent pas la conformité. Il conçoit la vie comme une rédemption personnelle qui n'a pas à se plier à des lois artificielles. Il accuse la société automatisée, aujourd'hui hyper mécanisée, où tout relief doit être réduit, où toute spontanéité se fige. Il critique avec un haut accent d'ironie la mentalité du bon sommeil dans un arrachement de la pesée morte des organismes sociaux. Il appelle à ces choses dangereuses pour le bon ordre, qui sont de refuser de se soumettre à lui quand il s'oppose à la petite voix d'une conscience qui a su s'écouter elle-même. Des aînés ont entendu le manifeste. Léon Tolstoï l'a adapté et propulsé, insistant sur la non-acceptation du mal. Gandhi reprit la méthode et la pratique de non-coopération. En brûlante actualité, le pasteur Martin Luther King avoue son allégeance à Thoreau. Léon Balzaguet donna sa traduction d'un recueil d'essais de Thoreau paru chez Ryder en 1921 le titre « Désobéir ». À la fin du siècle dernier, de son côté, Anne Reiner avait proclamé le crime d'obéir. Son Sébastien de Ribiès du Sphinx rouge était quelque peu frère du sauvage de Walden, en son souci d'isolement au sein de la nature soutenu par un travail manuel. Une généalogie spirituelle doit-elle remonter aux cyniques grecs, opposant à la cité en faveur de la nature, au contraint de la Boétie? Cet individualisme positif compte d'abord sur la ténacité lucide de l'individu. Il combat la montée submergente du décor fabriqué de la technique moderne. Henri David Thoreau fut le divinateur des abus du monde nouveau qui est en train de naître avec lui. Il a connu déjà les chemins de fer, le télégraphe, le phonographe, les prémices de l'électricité. Comme il a su se passer de tout cela, nous subissons comme un nouvel esclavage les facilités électroniques et mécaniques qui devraient seulement soulager l'excès de contraintes matérielles qui courbent le dos des hommes.
Henri David Thoreau, refuseur d'impôts, trouve plus digne d'aller vivre en prison que de payer des taxes émises pour des buts nocifs ou simplement opposés à ses convictions. Ainsi, est-il prêt à expliquer pourquoi on doit résister aux lois civiles mauvaises? Sans se référer nommément à lui, le Jono du refus d'obéissance marque la persistance de la revendication de l'esprit libre. On voit la diversité des points de vue où nous aurions à montrer en détail en Thoreau non seulement l'écrivain, soucieux de précision et de nuances subtiles, mais l'écouteur d'un monde en gestation au sein du vortex universel dont il observe les marées. Il faudrait porter la lumière sur son caractère dans toutes les démarches de sa vie. On verrait combien il est américain par la revendication de liberté et de révolte. Ses petits-fils de William Penn, ces insurgents secouèrent la tyrannie de l'État lointain qui les avait colonisés. Ils ont tremblé quand un fossé s'est creusé dans l'Union. L'antagonisme persiste un siècle après la sécession inexpiée. Les filaments de gangrène n'ont-ils pas semblé atteindre à leur tour les vainqueurs? C'est un des problèmes que ce siècle révolu nous pose par la voix de Thoreau. C'est une des leçons que devraient entendre les violents. Ce pendu, John Brown, continue de nous hanter. Nous revoyons le dessin de Victor Hugo qui a repris le cri lancé par Henri David Thoreau. Combien de fils se mettent à vibrer quand on touche à la personnalité frémissante de notre empêcheur de trafiquer en quiétude? Éditeurs et critiques en France ont-ils estimé que Thoreau avait été suffisamment diffusé et qu'il valait mieux passer à des épigones moins marquées? Rien de l'œuvre de Thoreau depuis longtemps et jusqu'à présent n'avait pu être remis sous les yeux de la jeunesse qui lit. Nous devions réintégrer dans le circuit les propos de l'individu qui a osé penser par lui-même et juger le système social, ce système qui n'a guère changé dans son fond s'il a pu se montrer plus destructeur dans la progression de ses effets. Allons donc trouver l'homme par l'écrivain. Il me semble qu'on en prendra le goût, une saveur piquante, âcre parfois. Elle appelle la réaction mais séduit les amoureux de la vérité, sans phare. On pourra ensuite se familiariser avec l'ami des oiseaux, des insectes, des poissons, des plantes, des phénomènes naturels et aussi des hommes. S'il trouve ses semblables lourds, mal orientés, hantés de petites choses inutiles à l'existence vraie, il n'est pas du tout égotiste et enfermé dans son moi. Ce paradoxal entêté, cet artisan aux doigts et à l'esprit agile, est tout pénétré de solidarité. Le voilà, implanté sur deux pieds, obstiné à ne pas faire un pas qui ne soit décidé en toute lucidité pensante, voulante, et quand c'est Henri David Thoreau lui-même en question, si sensible d'une humanité touchée au cœur.